Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Brawl. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir Marie Lecoq, qui est députée bruxelloise. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Deuxième question, est-ce que ça va? Ça va très très bien. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Clarisse, ça va toujours? Toujours là, toujours présente, tout va bien. Et toi, Adam? Écoute, on est là. Mais du coup, Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, tu es députée écolo en région bruxelloise. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Oui, donc tu l'as dit, je suis élue depuis 2019, donc depuis les dernières élections au Parlement bruxellois. Et puis pour le parti, je suis aussi coprésidente du parti au niveau bruxellois, donc pour la régionale bruxelloise du parti. Moi, je viens de Rochefort au départ, du fin fond de la province de Namur. Et puis voilà, puis un jour, je suis tombée amoureuse d'un Bruxellois, et donc j'ai déménagé à Bruxelles et je ne suis jamais partie. Et voilà, en 2019, j'ai eu l'occasion de pouvoir être sur la liste, de faire une chouette campagne avec plein de gens absolument géniaux. Et puis, du coup, ça m'a amenée au Parlement et puis aussi, d'une certaine manière, à la coprésidence. Mais pour moi, l'engagement écolo n'était pas neuf. Moi, j'étais déjà fort engagée dans l'associatif avant. Et puis, pour moi, c'était une continuation assez logique de cet engagement que j'avais, plutôt sur des questions nord-sud, en fait, internationales et climatiques, en fait, déjà, vraiment beaucoup. Et puis, voilà, le fait, je me suis dit, bah tiens, ok, là, j'ai la possibilité d'utiliser un autre outil que l'outil associatif pour continuer à vraiment travailler sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore le quotidien des gens, tout simplement. Mais du coup, comment t'es devenue députée? Comment t'en es arrivée là, de ton engagement personnel à la politique? On sait parfois qu'il n'y a qu'un pas, donc comment t'es devenue députée? Alors, bah, je crois que le début de l'histoire commence quand même à Rochefort, même si je suis députée à Bruxelles, je crois que le début de l'histoire commence à Rochefort, où, voilà, un petit peu par hasard, pendant mes études, je faisais études de sciences politiques à Namur, j'ai un peu été repérée par des écologistes qui m'ont dit, mais tiens, c'est bientôt les élections communales de 2012, on voit que tu habites à Rochefort, on a besoin d'avoir des jeunes sur la liste, en fait, est-ce que ça te dit pas de t'engager avec nous? Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va le tenter, on verra bien. Et donc, tout en continuant mes études et tout en continuant à être engagée voilà, dans plein d'autres associations, j'ai été candidate en 2012, j'ai mené la liste rochefortoise, donc je suis devenue conseillère communale. Et puis, voilà, j'ai exercé ce mandat pendant plusieurs années. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai dû me mettre un petit peu en retrait parce que je devais avoir une neutralité pleine et entière pour travailler. Donc, je travaillais au CNCD 1111, qui est la plateforme des ONG belges au niveau francophone. Et puis, voilà, je le disais, à un moment donné, je suis arrivée sur Bruxelles. Et là, de nouveau, un petit peu de la même manière, il y a 2-3 personnes qui sont venues un petit peu me taper sur l'épaule en me disant, mais tiens, en fait, t'as un chouette profil, t'es super engagé, ça colle parfaitement avec les valeurs écologistes. On a besoin d'avoir des jeunes, on a besoin d'avoir des femmes. Voilà, c'est intéressant que tu puisses nous rejoindre si c'est ton envie. Et donc, chez Écolo, c'est pas comme chez, je sais pas, les engagés, par exemple, hein, qui engagent des gens manifestement un par jour depuis quelques semaines. Ce n'est pas le fait du prince ou le fait du président ou encore même de la présidente ou de la coprésidente. C'est vraiment les militants, en fait, qui choisissent qui vont les représenter sur les listes. Et donc, on dépose une candidature en bonne et due forme. Il y a un appel à candidature qui est ouvert à tout le monde, en fait, à tous les membres. Donc, tout le monde peut être porté candidat. On dépose une candidature, on explique un peu nos motivations, notre profil, etc. Et puis là, il y a un comité de liste, donc c'est une petite dizaine de personnes qui sont choisies d'ailleurs par les membres, qui vont faire une proposition aux membres, histoire de ne pas devoir voter en AG place après place, un peu à l'applaudimètre, qui sont les plus connus dans l'AG. Donc c'est, voilà, le comité de liste fait une proposition. Cette proposition, ensuite, elle retourne vers les militants, vers les membres, et puis c'est eux qui choisissent si la proposition est OK ou pas OK. Et s'ils choisissent que c'est OK, eh ben alors c'est parti. Si c'est pas OK, ça retourne, le comité de liste retravaille encore un peu, jusqu'à ce qu'on ait une composition de liste qui soit fidèle à ce que les militants souhaitent. Et souvent, chez nous, les militants sont quand même super attentifs au fait d'avoir évidemment une liste qui est équilibrée en termes de genre, mais aussi une liste qui est équilibrée en termes de diversité de profils, de diversité socio-économique, de diversité de parcours, diversité géographique, etc. Donc voilà, souvent, les militants sont super attentifs à qui ils se choisissent comme représentants et représentantes. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment une vraie démocratie interne.
En quoi ça change peut-être des autres partis? En quoi, pour toi, c'est un avantage, c'est quelque chose qui te plaît au sein d'Ecolo? Bah, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je suis chez Ecolo, vraiment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas être ailleurs. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être chez Ecolo? Moi, je ne m'étais jamais dit que je ferais de la politique. Mais en tout cas, le jour où j'ai commencé à me poser cette question, où ça a émergé, c'était clair que ce serait chez Ecolo. Parce que, vraiment pour cette raison-là, parce que c'était le seul parti où je voyais bien qu'il n'y avait pas quelqu'un qui allait tout décider. On n'était pas dans une hiérarchie directe, froide, comme ça, souvent masculine, il faut dire ce qu'il y a. Non, pour tous les autres partis, en fait, ce sont des présidents de partis masculins. Et donc, pour moi, voilà, ça, c'est une vraie différence chez nous, c'est que vraiment, les clés sont chez les militants qui se choisissent leurs représentants, qui se choisissent leurs mandataires. Et du coup, je trouve qu'en tant que mandataire, c'est aussi intéressant parce qu'on sait qui nous a élus, qui nous a choisis. Bien sûr, il y a les citoyens et les citoyennes qui ont été aux élections, mais avant ça, il y a une étape préliminaire auprès des militants. Et pendant tout le mandat, on rend des comptes, en fait. On n'est pas... on ne sait pas qu'un jour, on a le mandat et puis après, c'est fini. Non, en AG, on a des AG régionales, ici, dans ce cas-ci, tous les mois. Et donc, tous les mois, les militants peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent à leurs représentants régionaux, communaux, etc. Et donc, ça donne aussi... je trouve que ça donne aussi c'est aussi très vivifiant, en fait, en termes politiques, même en interne. Je pense que c'est aussi plus intéressant pour les militants et pour les membres. Mais du coup, Écolo, c'est le parti de l'écologie politique. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écologie politique? Pour moi, l'écologie politique, c'est la seule manière qu'on ait trouvé, la seule théorie et en même temps la seule concrétisation qu'on ait trouvée comme réponse pour pouvoir faire survivre des gens sur cette planète. Et non seulement les faire survivre, mais aussi les faire vivre dignement, à égalité les uns et les unes avec les autres. Et pour moi, c'est vraiment le seul projet qui intègre à la fois la question environnementale, la question sociale et toutes les questions qui se greffent autour de ces deux-là, à savoir les questions culturelles, économiques, les questions de droit, les questions d'inégalité, etc. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, et à mon avis, tu y étais, parce que vu ta présentation, j'imagine que tu y étais. Il y avait les marches climat à Bruxelles. Ça a rassemblé des milliers de personnes. Les jeunes sont énormément investis là-dedans. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, etc. J'imagine que tu y étais, du coup. Oui, tout à fait. Quel impact ça a eu à tes yeux? Est-ce que tu penses que notre génération, elle est, entre guillemets, éco-furieuse? Elle se sent vraiment concernée par le climat, etc. Quel impact ça a eu, ces marches, sur le climat pour toi? Ouais, d'abord, moi, j'étais dans ces marches pour le climat, donc forcément, je les ai vécues quand même assez fort. Après, c'est vrai qu'on a aussi... moi, je me souviens d'avoir bloqué la rue de la Loi, assise dans un bidon, menottée, enfin, bloquée vraiment sur la rue pour être sûr de pas être délogée avec un cordon de flics derrière. Et donc, tout ça, ça reste des souvenirs aussi militants c'était aussi des militances assez joyeuses, en fait. Je pense que ce qui est aussi un élément important dans la lutte contre le dérèglement climatique injuste. Mais est-ce que c'est une génération éco-furieuse? J'espère que oui. J'espère vraiment que oui. Mais je constate que c'est le cas. Moi, en tout cas, autour de moi, c'est ce que je remarque. Et je remarque aussi que c'est une génération éco-furieuse, oui, mais éco super intelligente, quoi. Éco super motivée, avec plein de projets, plein de militances différentes, avec des militances aussi extrêmement inclusives. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est très différent par rapport aux générations précédentes. On est aujourd'hui avec des revendications qui intègrent en fait profondément l'écologie politique, c'est-à-dire à la fois la question environnementale et climatique, mais aussi la question des droits, la question des inégalités, la question du genre, la question vraiment, en fait, globalement, du choix de société dans lequel on a envie de vivre, quoi, qui du coup n'est pas déconnecté de la question environnementale. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super important, quoi, dans les luttes d'aujourd'hui. Mais ensuite, je veux dire, l'écologie, techniquement, c'est ni de gauche ni de droite. Est-ce que écolo est plutôt à gauche, plutôt à droite? Comment elle se place sur l'échiquier politique? L'écologie politique est résolument à gauche parce que c'est un projet qui vise à combattre les injustices, qui vise l'égalité claire et profonde. Et parce qu'aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur les plus précaires, en fait, c'est le dérèglement climatique. Et donc, en fait, on ne peut pas intégrer la question environnementale si on n'a pas compris
la question sociale qui est liée avec. Et donc c'est vraiment, évidemment, c'est un projet qui est radicalement de gauche dans la mesure où il vise une société où chacun et chacune a une place pleine et entière. Alors, j'entends ce que tu dis, mais j'ai une petite remarque. Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'écologie, c'est un peu un souci de luxe, on va dire, réservé aux personnes qui ont de l'argent? Parce que voilà, on se dit, on aimerait bien acheter des choses qui viennent de près de chez nous, mais ça coûte très cher en tant qu'étudiant parfois. On aimerait bien allier nos idées à nos actes, mais c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un souci pour des gens qui ont de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah en fait, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. En fait, on confond deux choses. Il y a les conséquences du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, ça, c'est pas du tout un truc de riche. Bien au contraire. Il y a une carte qui avait été publiée dans le journal L'Écho il y a quelques semaines qui était super intéressante et qui montrait qu'en fait, en fonction des quartiers, l'indice socio-économique disait exactement à combien de degrés en plus tu allais vivre. Et donc, on remarque qu'en fait, déjà aujourd'hui à Bruxelles, les quartiers où il fait le plus chaud et donc en fait où on vit le moins bien, parce qu'on sait que la température a une influence sur la manière dont on va dormir, sur la manière dont on se sent, sur le fait d'avoir des migraines, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment les quartiers où vivent les personnes en fait les plus précarisées, où il fait le plus chaud, des quartiers qui sont le moins bien adaptés au dérèglement climatique, qui sont extrêmement denses, avec une mobilité fort automobile, avec une pollution de l'air qui est importante. Et donc, en fait, aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique, c'est pas du tout un truc de luxe. C'est un truc qui est ressenti et qui est vécu dans nos chairs, en fait. Aujourd'hui, et je le dis à l'échelle belge, mais c'est très vrai à l'échelle planétaire, en fait. Aujourd'hui, ceux qui perdent la vie parce qu'il y a des grandes inondations ou parce qu'il y a des grandes sécheresses, c'est a priori toujours les plus précaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière tout à fait universelle, mais qu'on commence à vraiment percevoir en Belgique aussi de plus en plus. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de préciser quand on aborde cette question-là, c'est que il est clair qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas tous égaux par rapport aux choix qu'on peut faire. Et donc, en effet, le fait d'avoir accès à une alimentation bio, une alimentation durable, ben, pour certains, en fait, ça représente un coût. Pour certains produits, c'est un coût supplémentaire. Pas pour tous, vraiment pas pour tous, en fait. Mais pour certains, c'est un coût. Le fait de pouvoir utiliser le train plutôt que la voiture, ben, à plein de moments, pour plein de trajets, ça coûte encore plus cher le train que la voiture. Et c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on attend les pouvoirs publics. C'est à ce moment-là que les pouvoirs publics doivent donner le cap, donner la vision et investir pour que vraiment chacune et chacun puisse être à égalité par rapport aux choix qu'il faut faire pour se prémunir du dérèglement climatique, mais aussi pour ne pas l'accentuer. J'entends bien la remarque sur le fait que les conséquences vont sur les plus précaires, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas se dire que en fait, la personne qui doit se lever à 5 heures du matin, qui ne gagne pas bien sa vie, etc., c'est pas sa priorité? Est-ce que sa priorité, c'est pas justement juste avoir un plus gros salaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et des choses comme ça? Oui, mais en fait, ça, c'est pas déconnecté de la question de l'écologie politique, parce qu'en fait, l'écologie politique, c'est aussi un projet dans lequel on estime que l'économie doit pouvoir être au service des gens, au service des personnes. Et donc, en effet, pouvoir donner des salaires qui sont suffisants pour qu'on ne doive pas avoir 4 boulots en même temps, réfléchir à la question des horaires de travail, réfléchir à la question de la pénibilité du travail. Ça, c'est tous des éléments qui sont profondément ancrés dans l'écologie politique en termes de réflexion sur notre économie, sur la manière dont on utilise les ressources et donc dont on utilise les humains, en fait, aussi, et qui répond, en fait, totalement, je pense, à ta question. Et j'avais une seconde question, c'est vous êtes en majorité partout. Comment ça se passe du coup dans les différents gouvernements? J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, ça c'est vrai. Et en même temps, c'est par les majorités qu'on arrive à changer le concret et à changer le quotidien. Et on n'a plus le luxe ou le temps aujourd'hui de se dire qu'en fait, on va regarder passer le train sans monter dedans et juste en étant là au balcon et en critiquant ce que les autres font en fait. Aujourd'hui, je pense, quand on est militant de l'écologie politique, on a une vraie responsabilité à tout faire, à faire tout ce qui est possible pour mettre en place le plus possible ces changements et le plus rapidement possible. Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la seule manière de protéger efficacement les humains contre ce qui est en train d'arriver. Et donc, non, en fait, les majorités, c'est pas facile tout le temps. Parce qu'en fait, une majorité, c'est quoi? C'est
travailler justement avec des gens avec qui on ne partage pas la même vision de société. Alors, avec certains, on partage beaucoup, avec certains, on partage un peu moins. Et donc, c'est une question qui se repose de manière fréquente. C'est clair que dans le gouvernement bruxellois, on est tous plus alignés que dans le gouvernement Vivaldi au niveau fédéral, par exemple, parce que là, on a des grands écarts en termes de politique qui sont plus importants à faire, qui sont vraiment plus compliqués. Et c'est clair que sur des sujets comme la question migratoire, pour nous, c'est une lutte permanente. Alors se pose souvent la question de se dire, OK, est-ce qu'on devrait quitter le gouvernement parce que Nicole Demore met l'État fédéral dans une situation d'illégalité? C'est une bonne question. En fait, c'est une question qu'on se repose tous les lundis matins en bureau de parti, en se disant, OK, comment est-ce qu'on estime la marge qui est devant nous là? Est-ce qu'on a encore la marge de changer quelque chose? Est-ce qu'on a encore la marge d'obtenir de Nicole Demore qu'il y ait des nouvelles places qui soient ouvertes en centre d'accueil? Est-ce qu'on a la possibilité de continuer à influer sur cette politique? Et jusqu'ici, la réponse est oui. La réponse est OK, on a encore de la marge. Alors c'est vrai que moi je dis souvent, oui, sans doute que ça me ferait dormir mieux le soir si je me disais qu'on n'était plus toujours complice de ces politiques aussi avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais je ne pense pas que ça permettrait aux demandeurs d'asile de dormir dans un centre plus rapidement. Et donc ça, je crois que c'est une question qu'il faut continuer à se poser. En fait, c'est assez sain que cette question reste ouverte de OK, est-ce que là, la majorité dans laquelle on est, elle nous permet de continuer à avancer ou pas? Jusqu'ici, moi, je trouve qu'à Bruxelles, en tout cas, vraiment, on s'en sort vraiment très, très bien. On a avancé sur des acquis en termes de santé, on a avancé sur l'isolation des bâtiments, on a avancé comme jamais sur la mobilité, on a avancé sur l'économie d'une manière complètement révolutionnaire, on travaille sur les questions je l'ai dit, de santé, mais aussi d'éducation à la santé. On aura peut-être l'occasion de reparler de l'EVRAS et d'un certain nombre de choses qui sont pour moi vraiment des révolutions à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre en termes de société. Donc c'est aussi une grande fierté en fait de voir le travail qui est fait aujourd'hui. Et c'est aussi vrai pour des majorités peut-être qui passent un petit peu plus sous le radar, mais qui sont toutes nos majorités communales. À Bruxelles, on est en majorité dans 14 communes sur 19. Et donc ça permet vraiment aussi de faire avancer les choses au quotidien pour les gens. Mais tu parlais de la crise migratoire, etc., et de toutes les problématiques qui sont liées au sein des majorités. Si je comprends bien, mais vous êtes pour la défense des droits humains liés à la migration, etc. Pourtant, ce n'est pas vraiment des sujets qu'on associe directement à l'écologie. Pourquoi en parler, du coup ? Comme je le disais, c'est vraiment au cœur du projet écologiste, et en tout cas du projet tel que nous, on le porte. Alors, je ne suis pas sûre que tous les écologistes le portent comme ça à travers le monde, mais en tout cas, nous, on le porte de cette manière-là. On peut pas, ça n'a pas de sens de déconnecter la question environnementale ou la question climatique de la question des humains, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, en tant que pouvoir public, en tant que parti politique, en tant que communauté, c'est réfléchir à comment on vit tous ensemble. Et c'est vraiment un des éléments fondateurs de l'écologie politique, c'est de travailler sur la question des droits humains. Et c'est aussi un combat, il faut se le rappeler, un peu historique, qui s'est fort ancré sur les questions nord-sud, justement, et sur les questions de relations internationales et de droits humains, je dirais parfois dans une vision peut-être parfois un peu universaliste, sur laquelle on peut revenir et sur laquelle on peut avoir des critiques. Mais voilà, l'écologie politique, c'est vraiment centré sur la question des humains avant tout et sur la société dans son ensemble, en prenant l'environnement comme une ressource qui fait partie de la société, qui doit donc être gérée de manière collective et égalitaire pour que chacun ait les mêmes droits et les mêmes capacités. Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'avec cette vision, par exemple, les personnes vont se dire, c'est pas uniquement centré sur l'écologie, peut-être vous allez perdre des électeurs ou certaines personnes se détachent un peu du projet, il n'y a pas cette crainte derrière ? En tout cas, après, chaque électeur et chaque électrice fait son choix en fonction de ses propres valeurs. C'est intéressant de regarder qui vote pour qui. Et nous, en tout cas, dans le profil de notre électorat, on a un électorat qui est vraiment très, très pro-droits humains, pour qui c'est vraiment une valeur fondamentale et c'est quelque chose qui détermine le choix de vote. Et donc, souvent, on a des électeurs qui vont être hyper attentifs à cette question-là et qui, parce qu'ils sont attentifs à cette question-là, vont faire le lien, en fait, aussi avec la question climatique en se disant, OK, si je suis pour les droits humains, c'est quand même pas tout à fait OK et pas tout à fait juste qu'il y ait des gens qui aient la capacité de vivre dans des espaces et puis d'autres pas. Voilà. Sur un autre sujet, il y a un dossier qu'on a un peu oublié avec la rentrée, mais qui a fait les gros titres l'année passée, c'est le plan Good Move, donc qui consistait en gros, entre autres, à
réarranger les rues, mettre des sens interdits pour modifier le trafic et faire ce qu'on appelle des rues apaisées. Mais en fait, ça n'a pas été accepté par tout le monde et il y a des riverains qui n'étaient pas contents et ça a fait les choux gras. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui comme conséquence dans le parti? Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez Alors, est-ce que on va devoir continuer à encore plus donner de l'espace aux modes de transport doux, à faire de la place pour les piétons, pour les vélos, pour les personnes qui doivent se déplacer avec des poussettes, pour les personnes qui sont à mobilité réduite? Oui, en fait, on va continuer à le faire. On va le faire de plus en plus, et je l'espère avec le soutien des autres partis politiques, ce qui est jusqu'ici pas encore tout à fait garanti. Mais ça, c'est quelque chose quelque part sur lequel on n'a pas tellement le choix, en fait. On est aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique dans des espaces où il y a des personnes qui meurent prématurément chaque année, plusieurs milliers, parce que on n'a pas avancé assez vite sur ces questions de mobilité, et notamment d'émissions de gaz à effet de serre et de particules. Et donc, en fait, c'est une obligation. C'est une obligation si elle n'est pas... moi, je pense que c'est une obligation morale avant même d'être une obligation politique ou de gestion, vraiment. Et donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment continuer, sur lequel on va continuer à s'engager. On doit continuer à travailler sur la sécurité routière, on doit continuer à faire diminuer la vitesse en ville, parce qu'en fait, c'est vraiment un des éléments qui fait qu'il y a plus ou moins d'accidents et que les accidents sont plus ou moins graves. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles en termes de vie en société. Par contre, je pense que ce qui a été vraiment intéressant aussi dans le projet dont tu parlais. Alors, tu parlais des mailles qui sont vraiment une partie du projet Good Move. Good Move, c'est plus large que ça, mais donc les mailles, en effet, l'idée, c'était de réfléchir par quartier, à changer à certains endroits les sens de circulation. En tout cas, l'idée, c'était de pouvoir apaiser les quartiers au sens de arrêter d'avoir du trafic qui ne fait que traverser le quartier et qui, en fait, ne vient pas pour le quartier, mais juste traverse le quartier pour aller d'un endroit à un autre, d'un point A à un point B, sans faire attention au quartier, en fait. Et ça, moi, je continue à penser que c'est un très bon objectif, qu'on a encore absolument besoin de faire ça. Par contre, ce qui était intéressant dans le projet, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, après des dizaines et des dizaines d'années de publicité pour les voitures partout et d'association vraiment de la voiture à une certaine capacité sociale, à une réalisation de soi, en fait, oui, forcément, de facto, dès qu'on essaye d'enlever à certains endroits un petit peu de place à la voiture, c'est perçu comme une attaque vraiment frontale, en fait, par rapport à un mode de vie. Et ça, c'est des choses qu'on doit entendre, en fait. On doit travailler là-dessus. On doit continuer à bosser sur la pub pour avoir des pubs vachement plus responsables pour d'autres choses que des voitures toujours plus grosses, toujours plus lourdes, qui sont toujours responsables d'accidents plus graves, en fait. Et puis, voilà, je crois que ça pose aussi des questions sur comment est-ce qu'on continue à travailler au plus près des quartiers, en associant aussi les associations, les collectifs de riverains, comment est-ce qu'on arrive à faire entendre les différents intérêts? Parce qu'on s'est aussi rendu compte que dans ceux qui étaient extrêmement contre les mailles Good Move, en fait, souvent, c'était des profils très masculins. En fait, la possession de la voiture est en fait une possession extrêmement masculine. On entend beaucoup moins en fait les mamans qui aujourd'hui sont en fait souvent celles qui qui sont responsables d'une certaine manière de la sécurité de leurs enfants quand ils vont à l'école, etc. Et quand on interroge ce public-là, en fait là il y a une réception aussi qui est plus favorable par rapport à ces projets. Donc je pense que c'est aussi arriver à faire entendre les différents points de vue et puis à trouver un compromis, quoi. C'est ce qu'on fait en politique. On a un projet A et puis d'autres ont un projet B et puis on essaie de trouver un truc ensemble et ça fait un projet C. Et petit à petit, on avance et voilà, je crois qu'il faut pas... je pense qu'il ne faut pas en créer un problème plus que ce que ça n'a été, en fait. Il y a encore des My Good Move qui se créent aujourd'hui, il y a encore des quartiers qui changent, il y a plein de quartiers dans lesquels on est en train de travailler pour les verduriser, pour les rendre plus sécures, pour les rendre plus beaux, plus agréables, et en fait, simplement pour offrir l'espace collectif aux collectifs, et pas seulement à ceux qui possèdent des voitures, c'est-à-dire seulement la moitié des ménages à Bruxelles. Et donc, pour moi, c'est aussi vraiment un enjeu de répartition et de justice, en fait, de dire, voilà, cet espace-là, il n'est pas tout à fait tout le temps pour qu'on vienne déposer une possession personnelle. C'est comme, je pense toujours à ça, je me dis, c'est comme si aujourd'hui, je décidais d'aller mettre mon canapé comme ça, là, devant ma maison,
pourquoi, en fait? Je pense qu'on trouverait ça vachement choquant. Et aujourd'hui, avec les voitures, on ne réfléchit plus à ça parce qu'on a complètement l'habitude de ça. On a grandi là-dedans, donc on vit avec ça. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas vraiment ne jamais oublier l'enjeu de justice sur cette question de répartition de l'espace et du terrain. On a quand même entendu pas mal de critiques par rapport à des manques de solutions, parfois aussi des manques de concertation, etc. Voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Et je vais déjà embrayer sur ma deuxième question, comme ça je te laisse aller, te laisse parler. En parlant de manque de solutions, de remplacement, quid du métro 3? Ouais, très bonne question. Très bonne question. Donc sur la concertation, clairement, il y a plein de trucs qui ont été mis en place et manifestement, c'était pas suffisant. Donc voilà, je crois qu'il faut juste pouvoir le dire aussi. Faire des projets, c'est apprendre. Donc tu le fais une fois, ok. Manifestement, c'était pas top. On va faire mieux la prochaine fois. Et c'est aussi, ça se fait déjà maintenant. C'est-à-dire que dans les nouveaux projets, les concertations sont différentes, les modes de participation sont différents. Et puis après, sur la question des alternatives, en fait, par ailleurs, on n'a jamais autant financé les transports en commun que sous cette législature. Et ça, c'est vraiment le travail des écologistes, de dire, en fait, les transports en commun, ça dit bien ce que c'est. C'est le transport pour tout le monde. C'est le transport le plus accessible à tout le monde. Que tu peux prendre, peu importe ton niveau de mobilité. C'est vraiment... le vélo, c'est réservé aussi à des gens qui sont en bonne forme physique, qui n'ont pas peur de circuler en vélo, qui sont capacités de le faire. En fait, c'est pas tout le monde dans la société, donc il faut qu'il y ait d'autres espaces de mobilité pour d'autres personnes. Et en fait, aujourd'hui, ceux qui prennent le plus les transports en commun, c'est en fait les personnes les plus précarisées, qui ont un niveau socio-économique plus faible, et en majorité des femmes. Et donc, en fait, financer les transports en commun et investir dans les transports en commun, c'est travailler sur la question climatique, bien sûr, et sur la question de la pollution et de l'espace, de l'urbanisme, mais c'est aussi travailler vraiment sur une espèce de... Pour moi, c'est vraiment une question de justice aussi et d'accès à la mobilité. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est donner le choix, en fait. C'est donner la liberté aux gens de choisir de quelle manière ils vont se déplacer en fonction de leurs contraintes, en fonction du fait de est-ce qu'ils sont plusieurs ou pas, est-ce qu'ils doivent transporter des choses ou pas. On doit pouvoir fournir différentes possibilités de mobilité. Alors, sur la question du métro-toit, c'est vraiment une question qui est super intéressante aussi. Je te coupe, désolé, mais est-ce que tu peux déjà peut-être recontextualiser pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de ce que c'est le métro 3 ? Ouais, alors ce dont on parle beaucoup, c'est l'extension d'une partie de tram aujourd'hui qui existe déjà. Donc, en fait, l'idée, c'est ce qu'on a appelé le métro 3. Mais donc, l'idée, c'est avec deux tronçons qui se succèdent. Du coup, je fais les gestes en même temps. Deux tronçons qui se succèdent, donc de pouvoir rejoindre de Albert à Nord et puis de Nord à Bordet, en fait, de ne pas devoir changer de véhicule. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir fluidifier ce parcours-là pour pouvoir traverser Bruxelles avec un réseau, du coup, à grande vitesse et à grande capacité, parce que le métro, aujourd'hui, c'est ce qui permet de transporter le plus de monde le plus rapidement sur le même tronçon, quoi. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les trucs techniques, mais voilà. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup débat parce que ça coûte super cher de faire un métro. On le sait, parce qu'on en a déjà fait dans le passé, mais en plus, aujourd'hui, y a eu l'inflation, les coûts d'énergie ont beaucoup augmenté, les coûts des matériaux ont beaucoup augmenté. Et en fait, ce projet, depuis le début, nous, écologistes, on doute un petit peu de l'idée budgétaire qui a été donnée, de l'estimation budgétaire qui a été donnée, parce qu'on sait aussi que... historiquement, on sait que dans les grands projets comme ça, et on peut en citer plein d'autres, dans les grands projets comme ça, souvent on part d'un chiffre de départ qui, en fait, à la fin, augmente quand même vraiment fort. Et donc, on part du constat que, en gros, il faut plus de transports en commun à Bruxelles. Et il faut pouvoir le faire maintenant. En fait, les gens ont besoin maintenant d'avoir plus de transports en commun. Pas dans 10 ou dans 15 ans. Et ça, c'est un peu notre premier reproche par rapport à ce projet de métro. C'est de dire qu'en fait, même avec les travaux de maintenant, en fait, ce métro, il sera effectif que dans 10-15 ans. Et ça, c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où il sera effectif, en fait, la réalité de la ville aura changé. La population de la ville aura changé. La démographie est un élément qui est vraiment important quand on pense à la planification des villes et à l'urbanisme. Et donc, on sait qu'en fait, il sera déjà dépassé au moment où il sera mis en place.
Et donc, c'est vraiment un chantier qui, pour nous, est trop lent. Et puis, l'autre partie, c'est ce que j'avais commencé à dire, c'est que vraiment, nous, on a une vraie inquiétude sur le budget de ce métro, parce qu'en fait, il est en augmentation constante. Au départ, on était sur un budget de un peu plus de 1 milliard. Là, on est déjà à plus de 4 milliards. Et on n'a pas encore lancé le deuxième tronçon. Pour le moment, on est en train de se concentrer entre le tronçon qui va de Albert à la gare du Nord. Et donc, c'est pour tous ceux qui passent par là, tous les travaux qui se passent aujourd'hui autour de la gare du Midi, dans le quartier Anne-Essens, etc. Et qui sont vraiment juste un enfer pour les riverains. Et donc, pour ce premier tronçon, avec lequel nous, on était fort en fait, en désaccord déjà à l'époque, les travaux de toute façon ont déjà commencé, et en fait les contrats ont été signés juste avant la fin de la législature précédente, exactement 2 jours avant les élections. Voilà, c'est super démocratique. Ces contrats ont été signés à ce moment-là, et donc les travaux ont été lancés. Maintenant, il y a un trou au milieu de ce quartier, et donc en fait, qu'on soit pour ou contre le métro, il faut juste trouver une solution et pouvoir avancer. Et c'est pour ça que nous, on dit, voilà, sur ce premier tronçon de métro, on est déjà super engagé, il faut le faire. Il faut avancer, il faut le faire. Voilà. Nous, on aurait fait autrement si on avait été à la manœuvre, mais en fait, à un moment donné, il y a un principe de responsabilité aussi pour les riverains, pour tous les personnes qui vont à l'école aussi, parce qu'il y a des écoles dans ce bâtiment, autour du Palais du Midi, pour toutes les personnes qui fréquentent les clubs de sport qui sont là, pour tous les commerçants. Il faut trouver une solution à la fin de ce chantier, parce qu'on ne va pas rester avec un trou comme ça là pendant 15 ans, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le premier tronçon. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est que du coup, comme on voit tous les surcoûts qu'il y a eu pour le premier tronçon, réfléchissons bien à 2 fois avant de lancer le deuxième tronçon. Pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose qui a été fait sur le deuxième tronçon. Il y a plutôt eu des études sur les intrants. Voilà, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, qui forcément coûtent un peu, mais qui coûtent en tout cas moins que de faire tout ce projet de deuxième tronçon. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que, je le disais, on a besoin de solutions de mobilité maintenant. Mais on a aussi besoin d'être super attentif au budget bruxellois, qui est vraiment pas en super bonne forme. On a un déficit qui s'accroît, alors parfois pour des bonnes raisons. On a beaucoup aidé à la fois les citoyens, les citoyennes, les commerçants, les entreprises pendant toute la période de Covid, et c'était vraiment essentiel, mais ça a évidemment laissé des traces dans le budget. Et ce budget, il nous fait peur aussi pour l'avenir, parce qu'on en a parlé depuis le début de l'émission. Cette ville va être confrontée de plus en plus au dérèglement climatique, et donc pour pouvoir y faire face, doit investir massivement pour pouvoir protéger les citoyens et les citoyennes. Et donc on pense qu'il faut garder des marges budgétaires dans ce budget régional bruxellois, et que ce serait vraiment exagéré de mettre tout dans le métro, parce qu'en fait ça nous empêcherait de continuer à faire tout ce qu'on doit faire avec le budget bruxellois, c'est-à-dire continuer à investir dans les autres lignes de transport en commun, continuer à faire des lignes de bus en plus, rajouter des trams, continuer à entretenir aussi tout ça. Un réseau, c'est pas juste le moment où on le met en place, c'est aussi tout l'entretien. Et puis, bien sûr, répondre à tous les besoins des Bruxelloises et des Bruxellois, comme on le fait maintenant en termes de santé, en termes d'enseignement sur certaines parties, en termes d'emploi, etc., etc. Alors, on a parlé transport, on va peut-être parler un petit peu énergie maintenant, parce qu'il y a une question qui, moi, pas me chiffonne, mais m'interroge, et je sais que c'est aussi une question très clivante dans le milieu écologiste international. C'est le nucléaire, en fait. Quelle est ta position dessus? Quelle est la position du parti dessus? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quels sont les enjeux derrière, etc.? La position du parti et ma position, c'est qu'il faut absolument qu'en 2050, on soit au 100% renouvelable, énergie renouvelable à l'échelle européenne. Et ça doit être notre guide, en fait. Ça fait des années que cet objectif est repoussé par les différents gouvernements fédéraux dans lesquels nous n'étions pas. Gouvernements fédéraux dans lesquels nous n'étions pas. Et c'est vraiment, c'est ce qui doit, j'allais dire, prendre toute notre énergie, c'est le cas de le dire, mais on doit vraiment pouvoir investir dans d'autres sources d'énergie qui vont être des énergies renouvelables, qui vont être des énergies qui sont moins coûteuses, qui sont plus sûres et qui sont plus accessibles aux citoyens et aux citoyennes. Et aussi, et c'est pour moi un des premiers arguments contre le nucléaire, des énergies sur lesquelles on a une propriété qui est plus grande et une maîtrise qui est plus grande. Aujourd'hui, le problème avec le nucléaire, c'est à la fois évidemment l'action de la sécurité, et ça, je pense, c'est quelque chose qui est assez connu pour tout le monde, je ne vais pas vraiment fort revenir là-dessus, mais évidemment, la question du danger du nucléaire, à la fois dans la manipulation qu'on en fait, mais aussi en cas d'attaque. Il y a plein de cas de figures qui nous font craindre, en fait, l'utilisation du nucléaire, mais aussi parce qu'aujourd'hui,
les combustibles qu'on utilise dans le nucléaire, en fait, proviennent de pays dans lesquels souvent la situation est tout sauf démocratique, calme et apaisée, et que l'utilisation de ces produits-là, souvent, renforce aussi vraiment des situations de conflit, des situations d'exploitation humaine, d'exploitation des enfants, etc. Et sont aussi des modèles économiques qui donnent quand même une prépondérance extrêmement importante aux grands groupes privés, ce qui, moi, en fait, ne me rassure pas tellement en tant que citoyenne, simplement. Moi, je pense qu'on doit pouvoir investir vers des réseaux d'énergie, qu'on s'approprie, en fait, plus, d'aller vers des communautés d'énergie, d'avoir des personnes, des citoyens, des citoyennes qui peuvent se rassembler. Le modèle de l'éolien, par exemple, est souvent plus propice à ça, d'ailleurs, comme le modèle photovoltaïque aussi. Et je crois que ce qu'il faut bien toujours se rappeler, c'est qu'en fait, c'est possible. En fait, depuis 30 ans, la droite nous dit non, mais les écologistes, vous exagérez complètement, vous êtes complètement tarés avec votre truc, ça va être blackout sur blackout, on va pas y arriver. En fait, si on avait commencé à investir il y a 30 ans comme on aurait dû le faire, aujourd'hui, on se poserait plus cette question. On a un vrai problème de sécurité nucléaire, plus que de sécurité d'approvisionnement. En fait, la sécurité d'approvisionnement, elle se fait aussi au niveau européen, au niveau beaucoup plus global. Donc, il faut toujours avoir une vision vraiment globale des réseaux d'énergie. On fait souvent l'erreur de se concentrer sur la Belgique, mais en fait, on a énormément d'échanges d'énergie avec les pays voisins, et parfois un peu moins que voisins, mais en tout cas avec les pays européens, en tout cas, oui. T'es députée bruxelloise, et moi, je me posais une question, surtout que, voilà, t'as été élue échevine assez jeune. C'est quoi les problème d'un jeune aujourd'hui, selon toi? Ouais, donc j'ai été élue conseillère communale. Mais pardon. Pas de souci, pas de souci. Je te donne du galon. T'as pas bien préparé ton dossier. Je pense qu'on a d'abord tendance à faire une erreur, c'est de dire, de mettre tous les jeunes ensemble dans un espèce de gros paquet homogène, alors qu'en fait, moi, quand j'entends jeune, je peux penser à des jeunes de 13-14 ans ou à des jeunes de 24-25 ans qui, en fait, n'ont pas du tout les mêmes réalités de vie. Donc, je sais pas si tu veux préciser ta question sur un espace d'âge. Mais... moi, j'irais sur deux points alors. Je pense peut-être un jeune ou une jeune qui est étudiante à Bruxelles aujourd'hui, et peut-être quelqu'un qui se lance sur le marché du travail, qui a peut-être pas fait d'études ou qui a fait des études. Est-ce que les problématiques sont différentes pour toi? Est-ce que... Je pense qu'il y a en tout cas une problématique qui est commune, c'est vraiment la question du logement. Et c'est un élément qui revient vraiment tout à fait systématiquement à Bruxelles, parce qu'en fait, aujourd'hui, le logement est un espace de rentabilisation financière. Ça l'est déjà depuis un bout de temps, mais on voit vraiment une augmentation des loyers de manière tout à fait significative, qui n'est pas toujours liée à l'inflation, qui n'est pas toujours liée aux questions énergétiques, mais vraiment parce qu'on a une volonté de faire du business sur le logement, ce qui va vachement à l'encontre de notre vision du droit au logement, quoi, comme un droit, comme d'autres droits de vie, tout simplement. Donc ça, je crois que c'est vraiment une première chose. C'est vraiment toute cette question du logement, d'avoir un logement qui est abordable. On parle souvent du manque de logement à Bruxelles, mais c'est pas tellement un manque de bâtiments, c'est un manque de logement accessible financièrement. Aujourd'hui, les personnes qui sont en attente de pouvoir rentrer dans un logement dit social, c'est pas tellement des personnes qui sont à la rue aujourd'hui, mais c'est surtout des personnes qui sont dans le secteur privé du logement et qui n'ont pas les moyens de payer les loyers qui leur sont demandés parce que les loyers sont beaucoup trop hauts par rapport aux revenus des gens. Et c'est aussi quelque chose qui s'est fort aggravé durant la crise Covid. On le voit encore vraiment fort aujourd'hui. Nous, il y a un truc sur lequel on a travaillé par rapport à ça particulièrement, c'est... on aimerait pouvoir encadrer les loyers de manière très claire, mais aujourd'hui, le compromis qu'on a réussi à mettre en place à Bruxelles, c'est la commission paritaire locative, et donc qui est en fait un espace de discussion entre les propriétaires et les locataires, avec une espèce de grille de référence qui permet de pouvoir contester le loyer qui est demandé et de faire aussi recours à appel à un juge de paix quand c'est nécessaire. Donc ça donne aussi ça donne un cadre en tout cas. Alors ça résout pas tous les problèmes, mais ça donne déjà un cadre. Ça, je pense que c'est vraiment un élément important. On a aussi beaucoup travaillé sur le fait de ne pas pouvoir indexer les loyers lorsque
le bâtiment n'est pas, pour les PEB bas, donc c'est-à-dire pour les logements qui sont très mal isolés, pour le dire simplement. Et puis peut-être un troisième élément par rapport à ça, c'est qu'on a aussi vraiment investi comme jamais pour l'isolation et la rénovation des bâtiments, parce que c'est vraiment un facteur, et ça, c'est pour moi le deuxième point sur lequel je voulais arriver, c'est que aujourd'hui, ce qui coûte cher dans le logement, c'est le loyer, mais c'est aussi les charges, et notamment les charges énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur le portefeuille et qui, du coup, diminue le pouvoir d'achat parce que c'est une charge importante en plus. Et du coup, pour moi, je pense le deuxième problème, c'est vraiment, en fait, de manière générale, on voit une paupérisation assez importante du public étudiant, mais aussi des publics jeunes, de manière générale, et des jeunes travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez général, en fait, je dirais, dans la société. Mais aujourd'hui, si je me souviens bien, je pense que c'est 36% des jeunes qui sont en précarité objective, c'est-à-dire qui font appel à des aides sociales. Donc ça, c'est quelque chose qui est objectivé, au sens, voilà, c'est tout à fait clair. Donc il y a un vrai problème de précarité étudiante qui est évidente, sur lequel on peut agir, en effet, via la question du logement, mais aussi sur le coût des études de manière plus générale. On aura sans doute l'occasion d'en reparler un petit peu après, mais donc il y a évidemment le maintien du gel du Minerval, mais c'est aussi la question de l'accès au support de cours, de la gratuité. Il y a bien sûr, je reviens là-dessus, mais sur la question des logements étudiants, le fait d'avoir plus de logements étudiants, ça c'est vraiment spécifique au profil étudiant, évidemment, moins pour les jeunes travailleurs. Mais voilà, ça c'est, je pense, vraiment une question socio-économique, en fait, qui est vraiment très présente. Et pour les jeunes travailleurs, elle s'explique vraiment par un marché du travail aujourd'hui qui a été très flexibilisé par une droite qui voulait avoir des employés un peu corvéables à merci, qu'on peut mettre dans des petites cases quand on en a besoin et puis ne plus les garder après. C'est une quantité de flexi-job énorme, beaucoup de temps partiel et donc une difficulté aussi à joindre les deux bouts parce que ce sont des salaires qui sont assez bas. Et nous, par rapport à ça, on avait aussi proposé, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus, sur le fait de ce qu'on appelait le plan tandem. Donc, on voit que par ailleurs, il y a pas mal de personnes plus âgées, en fait, qui aimeraient bien commencer à diminuer un petit peu leur temps de travail, mais qu'elles n'arrivent pas à quitter parce qu'on n'arrive pas à engager une personne jeune qui n'est pas encore formée. Et donc ça, c'est une manière de répondre à deux problématiques en même temps, et donc de pouvoir engager un jeune petit à petit en reprenant des heures d'une personne qui est un petit peu plus âgée pour qu'il y ait un passage de flambeau et qu'il y ait vraiment une formation effective sur le lieu de travail, quoi. Alors, tu parlais du logement. J'ai une vraie question. Est-ce que tu as une idée approximative des prix des logements et des cotes étudiants à Bruxelles ? Alors moi, à mon époque, ça remonte déjà un petit peu. On était je me souviens, c'était déjà autour de 300, 350 et c'était à Namur. Donc à mon avis, sur Bruxelles aujourd'hui, je dirais autour de 400, 500. Je pense, à mon avis, c'est quand même bien 500. Par mois, approche, non ouais, on est entre ça, 500 et 700. Ouais. 405, entre 450 et 500 pour les cotes publiques. Ouais. Pour un code un peu potable. C'est ça. Voilà, et on est entre 500 et 700 dans le privé. Ouais. Voilà. Donc voilà, comme tu disais, c'est une problématique. Se loger à Bruxelles, c'est déjà très compliqué, mais en tant qu'étudiant avec des budgets réduits, tu as parlé de précarité étudiante, tu as parlé de tous les problèmes des jeunes, et parmi ceux-là, il y a le coût des études. Dans le coût des études, il y a énormément de choses qui sont comprises, et la crise du Covid n'a fait que renforcer tous ces problèmes. Par exemple, tu as peut-être vu toutes les files qu'il y avait devant les banques alimentaires, etc. Et à l'ULB, il y a une mesure qui a été prise, qui est super, qui est les plats à 2 €. Les plats chauds à 2 €. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est un truc qu'on devrait encore booster ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, je sais que c'est une revendication des fédérations étudiantes et je comprends vraiment la question économique derrière. Après, j'avoue, j'ai pas été vérifier ce qu'il y a dans ces repas à 2 €, donc ça m'intéresserait de voir à quel point ça n'enclenche pas en fait une autre précarité à l'autre bout de la chaîne, savoir à ceux qui produisent en fait ces aliments. Et donc pour moi, c'est pas tant, c'est super en fait si les pouvoirs publics arrivent à fournir une super chouette qualité de produits pour 2 € pour les étudiants. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les 2 € que l'étudiant paye
et puis ce qui est payé au producteur, à celui qui l'a transformé, etc. etc. Et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Donc en fait, c'est super chouette s'il y a en effet une qualité qui est là, qui du coup sont des repas qui sont bons pour la santé en fait aussi et qui sont utiles pour des étudiants qui doivent pouvoir bien se concentrer, avoir tout ce dont ils ont besoin pour bien étudier, pour travailler, pour faire la fête, pour s'engager, pour faire plein de choses. Donc voilà, je pense que c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus loin, honnêtement, d'un peu se renseigner. J'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a dans ces plats, mais voilà, c'est en tout cas en termes, je dirais, d'assurer un droit à l'alimentation, c'est en tout cas vraiment nécessaire, je pense. Oui. Ça va faire bientôt 5 ans que vous êtes, qu'Ecolo est en majorité avec le MR et le PS en Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, j'ai une question pour vous, pour toi. Est-ce que tu peux dire que Ecolo est fier du bilan qui a été fait sur tout ce qui est enseignement supérieur avec Glatini et Berthiaud au Parlement? On en parlait tout à l'heure, faire une majorité, c'est aussi se mettre d'accord avec des gens qui ne partagent pas toujours notre vision du monde. Moi, je pense qu'on est quand même assez loin de la catastrophe annoncée. Qu'on se disait en début de législature en disant « Oh là là, on a le MR à l'enseignement supérieur ». Pas tout à fait une vision sur le droit à l'enseignement, plutôt une vision, je dirais, méritocratique, un peu classique. Et quand moi, je regarde dans le rétro et que je vois là où on en est aujourd'hui, je trouve que le bilan est plutôt bon, en fait, de cette majorité. Alors, c'est parfois difficile à évaluer parce qu'en fait, on n'a que ce qui est. On n'a pas ce qui aurait pu être, mais qui, du coup, n'est pas. Donc, c'est toujours un peu difficile de juger cette manière-là. Mais je pense que le travail qui a été fait est quand même aussi en fait, le fruit d'une lutte à chaque gouvernement, au Parlement, de remettre chaque fois sur la table l'action de la précarité étudiante, d'essayer le plus possible, dans le cadre des réformes, d'aller vers là où nous, on veut aller, c'est-à-dire un droit effectif pour tous les étudiants et les étudiantes d'étudier et de se retrouver dans l'enseignement supérieur. Voilà, alors on sait que la Fédération Wallonie-Bruxelles, de manière générale, a besoin d'être financée. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille d'une manière plus large en termes institutionnels. Je ne sais pas si on va rentrer dans ces détails-là, mais voilà, éventuellement par des transferts de compétences, etc., ce qui permettrait de garder un petit peu plus d'argent dans les mannes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que clairement, il y a eu un définancement de l'enseignement supérieur qui est important, sur lequel il faut continuer à travailler. Après, on a, nous, contribué aussi à ce que le financement qui avait été annoncé soit plus élevé que prévu finalement. En tout cas, pour 2024, il sera plus élevé que ce qu'on a eu pendant le début de la législature. Donc, voilà, moi je pense que c'est un bilan qui est plutôt bon en fait, quand on voit les équilibres, les rapports de force qu'il y a au sein de mon gouvernement avec différents partis politiques. Je pense qu'il y a aussi, alors c'est pas lié à l'action du financement de l'enseignement, mais dans le droit à étudier, il y a aussi le droit à se sentir à l'aise sur son campus, à être bien. On a aussi beaucoup travaillé sur la question du harcèlement, sur la question des prises en charge des victimes de violences sexuelles. On a vraiment beaucoup milité pour ça, pour le fait d'avoir aussi des capacités de déposer des plaintes ou des signalements en dehors de son campus, en dehors de son institution universitaire ou d'autres écoles. Voilà, c'est tous des éléments en fait assez concrets sur lesquels on a travaillé et je pense dont on peut être fier. Alors on arrive tout doucement vers la fin de cette interview. Une question un peu plus, on va dire, sympathique qu'on a posée aux intervenants précédents. Donc, s'il y a un génie qui pouvait t'accorder un vœu, un seul vœu, qui pourrait mettre en place la mesure que tu veux, là, maintenant, tout de suite, tu lui dis la mesure et il claque des doigts, elle est appliquée. Ça serait quoi ? Une réforme fiscale profonde qui permet d'avoir une contribution juste des épaules les plus larges, des plus riches, qui permet, du coup, aux moins riches aujourd'hui d'avoir accès aux mêmes droits. Et on va enchaîner sur un petit jeu. Je sais pas si tu vois le tu préfères. Ouais. Je te donne 2 alternatives et tu me dis laquelle tu préfères. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est malin. Ça fait sens. Est-ce que tu préfères être traité d'islamo-gaucho ou d'écolo-bobo ? Franchement, les deux sont bien. Hein. Vraiment, les deux sont bien. Je vais dire islamo-gaucho. Je trouve que par les temps qui courent, voilà.
c'est important. Tu préfères la croissance verte ou la décroissance ? Moi, je dirais la décroissance d'un modèle économique qui nous épuise et qui épuise la terre et les ressources, et la croissance de tout ce qu'on fait de mieux entre nous, c'est-à-dire les liens sociaux, la solidarité, la justice, les luttes, les combats, les militances. Voilà. Tu préfères un parlement ou une assemblée citoyenne ? Les deux. Parce que maintenant, on peut faire les deux, et c'est ça qui est chouette. Au Parlement bruxellois, on a mis en place les commissions délibératives qui permettent de réunir des citoyens qui sont tirés au sort et des députés qui travaillent ensemble sur un sujet qui a été choisi par les citoyens. Et donc, ça permet de plus devoir choisir ce qu'on préfère entre les deux, et pouvoir faire les deux en même temps. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un film, un livre, une pièce de théâtre, quelque chose qui t'a marqué et que tu voudrais nous partager ? Oh, mon Dieu, ça, c'est une excellente question. Un chouette livre. Ah ouais, bah voilà, ok. Un petit livre imagé que moi je trouve vraiment chouette, qui s'appelle Tulipe, et qui est un livre, on dirait que c'est pour les enfants, mais en fait c'est pas pour les enfants. C'est des dessins tout mignons, tout chouettes. Et voilà, c'est l'histoire d'un ours qui est un petit peu mélancolique, et il se passe plein de choses dans son environnement. Et c'est une belle métaphore de nos rapports collectifs entre nous, et puis aussi du fait que tout ça se tient en effet dans un environnement qui est propre à chacun. Voilà. Eh bien Marie, merci de t'être prêtée à l'exercice, et on espère que ça t'a plu et qu'on te reverra bientôt, soit sur les bancs du Parlement, soit chez Brol. Eh ben, c'était super, merci à vous, et bienvenue au Parlement quand vous voulez. C'est aussi votre Parlement, donc il ne faut pas hésiter. On prend le rendez-vous. Super, top. À bientôt. À bientôt, merci. Bientôt.